Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection, Patrimoine et SOCIETES. Dirigé par Catherine Ballet, Elisabeth Caillet, Françoise Dubost, Dominique Poulot. Patrimoine et société présente des travaux en sciences humaines qui explorent les dimensions sociales du patrimoine dans les sociétés contemporaines. À cet intérêt pour l'héritage artistique, culturel, scientifique et naturel, la collection associe la réflexion sur la création contemporaine, patrimoine de demain. Dernière parution. Haute-Porceda, Musée et développement durable, les Muséums Nature de Montréal 2009. Alain Berestetsky, Petit hymne précis de culture scientifique, Dubost dire, Ruralité contemporaine 2011. Maria Paoli Rodriguez Prada, le Musée national de Colombie, 1823-1830, Histoire d'une création, 2013. Elisabeth Caillet et Juliette Singer dire, Paul Landowski et la commande publique, 2014. Préface. Fanny Sorin et Patrice Chazotte. Si le concept de médiation culturelle a trouvé sa définition avec la publication de l'ouvrage d'Elisabeth Caillet et Evelyne Lehal en 1995, qu'en est-il depuis ? 20 ans plus tard, le concept a évolué, s'est précisé, a étendu ses champs d'expérimentation, s'est consolidé par sa théorisation et sa professionnalisation pour devenir une discipline en soi. Aujourd'hui, en 2015, il n'est plus concevable d'envisager un projet à vocation scientifique et ou culturelle sans le compléter d'un volet consacré à sa médiation. Dans ce même temps, les recherches universitaires se sont multipliées améliorant la connaissance des publics, les expérimentations menées sur le terrain se sont accrues donnant lieu à des résultats rarement communiqués, les analyses de public permettent de caractériser les audiences visées et d'en deviner en creux le non-public et de nouvelles générations de professionnels sont venus porter un autre regard sur les institutions culturelles. Néanmoins, les interrogations n'en restent pas moins renouvelées. De ces questions, ces constats de changement et d'évolution, nos échanges informels avec Elisabeth Caillet et François Vess, chacun figure importante de la médiation, est née l'envie d'en faire le point, rendre un état des lieux après les bases que la réflexion de 1995 avait posées. Au fil de nos rencontres, nous avons souhaité rendre compte d'un état des discussions et des expériences partagées entre deux générations de professionnels. Celle de précurseurs motivés par le goût de transmettre dans une époque propice et douée de moyens, qui ont défriché, exploré, testé et au fur et à mesure, ont constitué un corpus de savoir et de savoir-faire forgeant le terme de médiation versus une génération de professionnels, désormais médiateurs, issus des premiers cursus universitaires d'un domaine dorénavant enseigné. Croisant les bénéfices d'un regard distancié et celui d'une posture en cours d'exercice, nos échanges ont laissé émerger des problématiques, des noms de spécialistes, des actions de référence et ont naturellement conduit à remettre en perspective le travail de 1995 en sollicitant ceux et celles, universitaires ou professionnels, qui s'étaient emparés du sujet à un moment ou à un autre de leur carrière. Rapidement, cette réflexion a pris ainsi la forme d'un recueil de contributions choisies qui, sans chercher à l'exhaustivité, visait plus modestement à repositionner l'avancement de certains repères dans une profession en constante mutation, tout en pointant les nouveaux débats en cours. Car si la médiation culturelle demeure, et on n'aura de cesse de le répéter, un champ disciplinaire au territoire vaste et aux frontières souples, c'est qu'elle recoupe de nombreuses sciences humaines, sciences de l'éducation, sociologie, psychologie, art et culture, information et communication. Fait aisément mesurable dans toute institution muséale, la médiation qui se devine parfois sous des terminologies historiques, service des publics, éducatifs, culturels, oscille entre les départements d'une même institution, collection, production, communication, édition. À ces fluctuations correspond un nombre de missions qui se sont diversifiées avec les années et instruisent des réalités du métier tout aussi variables. Médiateur pourra tant et si bien couvrir la rédaction de cartels, la conception d'une application ou de production audiovisuelle que la mise en conformité de l'accessibilité d'une exposition. À travers ces activités, parfois nouvelles, se lie l'évolution de la conception des expositions, le déploiement des NTIC et surtout l'avènement du statut de musée, grâce à la loi du 4 janvier 2002 qui aura permis d'inscrire au sommet de ses missions celle de l'éducation et de la diffusion à tous.
Cette polymorphie croissante de la médiation rend difficile une définition cloisonnée et évitant cette vaine tentative, nous avons privilégié une sélection de contributions, de focus offrant une pluralité d'approches, de la théorie à la pratique, toutes conscientes de l'actualité. Bien que corrélatives de phénomènes de massification, démocratisation culturelle et subséquemment propagation des filières d'enseignement, la médiation n'en a pas pour autant garanti sa reconnaissance. Les dernières controverses en date, remise en cause du master de médiation ou ouverture du droit de parole des guides conférenciers, ont su nous rappeler sa fragilité. Pourtant, à cette précarité inhérente, la médiation culturelle semble toujours résonner tel un paradigme dont le socle commun reste, pour ceux qui choisissent de s'y consacrer, le goût et la passion de l'exercer. Métier d'exigence, souvent militant, parfois d'isolement mais confiant en la réalisation de soi et d'autrui par le fait culturel, nous formulions le souhait, avec cet ouvrage, de le partager, soucieux d'encourager la circulation des idées et des connaissances pour les faire progresser mais également de s'interroger sur ce qui a été fait et ce que nous laissons sans réponse, suggérer ce qui est à faire, imaginant une possible médiation de demain dont on espère que les générations à venir auront à cœur de s'emparer. Pour ce faire, chapitré en 5 parties, cet ouvrage se propose avant toute chose et comme il se doit, de jeter un œil dans le rétroviseur pour mieux mesurer le chemin parcouru. Dans un second temps, nous avons envisagé d'aborder l'identité actuelle de la médiation, celle vécue d'une part, au jour le jour, interrogeant l'enseignement de la médiation comme l'application pratique de la profession, mais également quelques approches parallèles dont les problématiques sont intrinsèquement liées tant à l'évolution des outils qu'à l'extension du domaine des objets et sujets de la médiation. Nouveaux publics cibles, artefacts d'autres civilisations, développement du numérique. Ces réflexions conduisent à réviser et à interroger la ou les définitions de la médiation et à réfléchir aux perspectives d'avenir. De chercheurs reconnus en jeunes professionnels, de rapports d'expérience, synthèses de recherche en parcours ou anecdotes qui font le plaisir quotidien de l'exercice, les contributions sont d'origine et de nature diverses. Elles reflètent la pluralité des regards et l'actualité d'un métier qui continue de se consolider et peuvent aider les acteurs à approfondir leurs réflexions. Toutes ces manières de faire, d'analyser et de concevoir qui font que, non, médiateur n'est pas un job d'été. A fortiori, cet ouvrage est à l'image, nous l'espérons, de la médiation que nous défendons, un travail à main multiples. C'est pourquoi nous tenons à remercier tous ceux qui ont soutenu cette initiative et pris le temps d'y collaborer par le dialogue comme par l'écrit. 1. Histoire. Il était une fois. Claire Merleau-Ponty, Jean d'Avalon. Elisabeth Caillet. Quand le musée en herbe a été créé en 1975, personne ne savait qu'il s'agissait là de médiation. Le mot n'existait pas encore en ce sens. Catherine Hubert, au musée d'art moderne de la ville de Paris, faisait aussi des activités de médiation en direction des enfants, mais elle n'a pu le faire longtemps et a dû quitter le musée. Dans certains pays comme au Canada, on parlait alors d'interprétation. Est-ce qu'il y avait une différence ? Est-ce que ce n'est pas tout simplement une question de vocabulaire, l'interprétation étant la version québécoise de la médiation, ou la médiation la version française de l'interprétation ? Ils ont utilisé une interprétation, avant que nous n'utilisions nous le terme de médiation. Ils utilisaient aussi le mot communication, du moins au début des années 1980, alors que le terme de médiation s'inventait à la Cité des Sciences de la Villette. Il y a eu un colloque à Montréal où on parlait de communicateur, et nous nous étions dit que c'était exactement cela, sauf qu'en français on ne pouvait pas utiliser ce terme. Les Canadiens ont ensuite installé le terme d'interprétation. Nous aussi en France, avons utilisé le terme de communication. Et certains services l'utilisent encore, en particulier dans le spectacle vivant où les services des publics sont souvent confondus avec les services de communication. Il faut souligner l'importance qu'a eu l'ouverture de nouveaux lieux culturels qui se mettaient en place avec les grands travaux. Le Centre Georges Pompidou en 1977, le Musée d'Orsay et la Cité des Sciences et de l'Industrie de la Villette en 1986. Puis le Muséum national d'histoire naturelle, la Grande Galerie en 1992. Marielle Tabar, qui avait travaillé au Palais de Tokyo avec Pierre Gaudibert,
a créé la cellule pédagogique du Centre Georges Pompidou. C'est aussi au Centre Pompidou qu'a ouvert l'atelier des enfants avec Daniel Giraudy, Gaël Bernard et le Carrefour des régions qui devait contribuer à l'enseignement des arts plastiques dans toute la France, avec les différentes régions. Quand on a ouvert le musée d'Orsay, il y avait 500 mètres carrés pour les actions de médiation qui avaient été mises en place par Madeleine Rebériou. Il faut aussi rappeler le Centre d'action culturelle du Creusot, où a travaillé Dominique Ferriot, qui a créé le service des expositions temporaires de la Cité des Sciences, ainsi que la cellule AFR où ont été conçues les activités d'animation, de recherche et de formation vers les publics. En 1975, Claire Merleau-Ponty, Sylvie Girardet et Anne Tardy créent le musée en herbe. L'idée était que les enfants devaient avoir accès aux œuvres muséales, parce qu'ils représentaient le futur public des musées et qu'en plus ils étaient malvenus dans les musées ordinaires. Les fondatrices avaient réalisé une enquête puis emmené des enfants au Louvre. Ils ne faisaient pas un pas sans se faire rabrouer par les gardiens parce qu'ils faisaient du bruit, parce qu'ils s'asseyaient par terre, parce qu'ils avaient des crayons. Quant aux œuvres, elles étaient accrochées trop haut. Les demandes de ce que nous avons appelé ensuite médiation émanaient à la fois de l'éducation nationale et du monde du tourisme. Jusque-là, dans les musées et dans les monuments historiques, il y avait des conférenciers ou simplement des gardiens qui récitaient un texte préparé par le conservateur. Dans le spectacle vivant, il y avait des personnes affectées aux abonnements et aux relations publiques. Parfois, il y avait des professeurs détachés, dans les musées d'art et dans les musées de sciences aussi. Le premier véritable service des conférenciers a été installé au Louvre par Georges Sale en 1949. On voyait alors, comme le raconte Marie-Thérèse Caille, des amateurs, parfois réunis dans des associations d'amis des musées, qui conduisaient des groupes d'enfants des écoles ou faisaient des visites pour les amateurs. Telle Madame Carr au Louvre. Ils ont été assimilés à des enseignants, quand il a fallu les intégrer pour les payer en continu. Car cette profession n'existait pas dans les musées. Du côté du tourisme, le problème était économique. Un touriste, c'est quelqu'un qui passe une nuit hors de chez lui, payer une nuitée dans un hôtel, un dîner dans un restaurant, des achats dans une boutique, etc. Cela exigeait qu'il n'y ait pas qu'une seule chose à voir. Un musée tout seul ne peut pas agir. Il fallait allonger la visite. C'est ce qui a été fait avec la mise en place des villes et pays d'art et d'histoire, qui ont été pionniers dans la médiation en relation avec le tourisme. Ils ont développé tous les aspects de la médiation. La gestion des visites, les relations avec les musées et les offices de tourisme, la mutualisation des institutions entre elles. Dans un certain nombre de pays, les musées dépendent du tourisme, voire sont gérés par le ministère en charge du tourisme. D'un point de vue culturel, cela donne des choses curieuses. Au Vietnam, c'est le cas. En Chine aussi. C'est intéressant car cela indique à qui s'adresse prioritairement le musée. Et cela change la nature même de la médiation. Dans les villes et pays d'art et d'histoire, on a observé un déplacement. Au départ, cela s'adressait essentiellement aux touristes, et progressivement cela a été pour les habitants. Il y a toute une démarche de médiation, des habitants eux-mêmes comme médiateurs. Ce qui rejoignait les démarches engagées par les écomusées. Car la notion de médiation, dans le monde du patrimoine, est au cœur du développement du rapport à la culture. Par contre, du côté des arts vivants, cela n'a pas beaucoup changé parce que cela était déjà très avancé. Le Théâtre national populaire avec Jean Vilar, le Festival d'Avignon et les Jeunesses musicales de France, la Comédie de Saint-Étienne, les Musigrins pour les enfants, qui étaient des concerts précédés de conférences, et dès 1963, le Théâtre de l'Est parisien. Reste toujours l'idée que la création est déjà de la médiation, du fait même de la nécessaire interprétation du texte ou de la partition. Dans ce champ culturel, on ne parle guère de médiation mais de création ou d'animation. Beaucoup d'efforts ont été faits pour accentuer les rencontres avec les publics, avec le metteur en scène ou le chef d'orchestre. Rappelons-nous Boulez. Quand il a créé l'IRCAM, il y avait des leçons de musicologie avant les concerts. Cela permettait d'écouter, d'entendre vraiment. On ne peut pas entendre une pièce contemporaine une seule fois pour la première fois, et l'appréhender. Donner les clés, sans lesquelles on n'entend pas. Telle était la tradition des pédagogies actives,
sur lesquels travaillaient par exemple les CMEA. Il y avait là une dimension pédagogique qui n'existait pas dans l'éducation nationale, qui campait sur ces disciplines. Il faut aussi tenir compte du fait que la médiation est venue aussi grâce aux professionnels, aux conservateurs qui voyaient bien les besoins et les lacunes des musées. Il y avait une véritable demande des publics. Le musée en herbe a perduré grâce à la demande du public. Il devait à l'origine être éphémère, et n'était prévu que pour durer 5 ans. On pensait que son exemple aurait permis au musée d'avoir des services éducatifs, et qu'il ferait le travail que faisait le musée en herbe. Mais il y a une demande extrêmement forte en particulier de la part des écoles. Les professeurs arrivaient avec leurs élèves et attendaient que la visite se passe. Il fallait bien que quelqu'un leur fasse la visite. Ce qui a suscité la médiation, ce sont les écoles. La demande allait avec une inventivité forte des structures culturelles. Le Fonds d'intervention culturelle avait été créé par le ministre de la Culture Jacques Duhamel dans les années 70 avec Jean Adair, Geneviève Gallo. Il soutenait des actions innovantes dans tout le pays. Et puis il y avait à la tête de l'ICOM Hugues de Varine, qu'il présidait depuis 1967. Il avait fondé l'écomuséologie avec Georges-Henri Rivière et transformé le monde professionnel des musées. On voit ainsi que la médiation s'inscrit dans un mouvement d'ensemble, et que son apparition relève d'une conjonction très particulière. Du côté de l'école aussi les choses bougeaient. Il y avait eu la mise en place du 1% pédagogique, puis des classes arc-en-ciel, transplantées. Au début des années 1970, sur la lancée des réformes ouvertes par le mouvement de mai 68, les actions expérimentales de l'INRP avaient permis d'inventer des situations pédagogiques pluridisciplinaires. Des actions s'engageaient avec des structures externes, en particulier culturelles. L'école s'ouvre à l'art et à la culture comme à la presse avec le Clémy. La démocratisation comme cause principale. L'origine de la médiation est à la fois politique, utopique, idéologique. Elle n'est que dans un second temps économique et communicationnel. Ou plutôt elle apparaît à la convergence de différents mouvements dont l'un a été certainement très important, celui de l'éducation populaire dont nombre d'entre nous étaient issus. Dans le monde scientifique, il y avait le mouvement des boutiques de sciences qui cherchait à faire bénéficier les salariés d'entreprises des savoirs scientifiques. Des militants politiques tentaient de permettre aux salariés d'acquérir les mêmes savoirs que les ingénieurs qui étaient passés par les grandes écoles. Du côté des musées, on parlait de plus en plus de démocratisation de la culture. Et cette formule n'avait rien d'un lieu commun. On travaillait en équipe, les décisions étaient prises de façon consensuelle, au musée en herbe, comme à Libération. Tout le monde avait le même salaire, c'était vraiment la prolongation de 1968. Et le musée en herbe est un peu resté sur ce modèle. Et c'est ainsi que l'équipe tient, les visites sont sur bouquet accent aigu S. La scénographie et la médiation. La mode des expositions démarre en France avec l'exposition Toutankhamon et son temps au Petit Palais, en 1967. Il y avait la reconstitution de la tombe, des temples avec des colonnes, des toiles peintes où on voyait le désert avec des sarcophages au milieu, les pyramides. Le sarcophage de Toutankhamon était bien au milieu et bien isolé. Dans les années 80, la scénographie est aussi importante que le propos artistique et scientifique, voire davantage ainsi que le prouve le fait que le nom du commissaire apparaît à peine alors que celui du scénographe est très visible. Les années 1980 affirment l'intérêt pour les expositions spectaculaires. Les premières expositions du Centre Georges Pompidou sont interdisciplinaires et attirent un public très varié. C'est ainsi qu'ouvrent en 1985 les immatériaux de Lyotard au Centre Pompidou, puis Cité Ciné en 1987 à la Grande Halle de la Villette. C'étaient des expositions immersives et se visitaient avec des écouteurs. Certaines accompagnent l'anniversaire de la Révolution en 1989. Progressivement, pour des raisons de coproduction, donc économiques, on accueille des expositions d'envergure internationale, telle l'exposition sur le trésor du San Diego en 1996 à la Villette où il était une fois la fête foraine de Zève Gourarier en 1995, encore à la Villette, ou encore Trésors engloutis d'Égypte au Grand Palais en 2006. Les années 1990 voient la montée en puissance de la communication et du marketing.
Si on suit Jean-Michel Taubelem, le tournant coïncide avec l'ampleur financière des expositions. Il fallait trouver de l'argent. Justement parce qu'on dépensait beaucoup d'argent en scénographie, parce qu'on pensait qu'ainsi on attirerait du monde, le marketing s'approprie la médiation. On crée des produits et on les vend. L'association entre l'exposition et le spectacle attire les décorateurs de théâtre qui deviennent scénographes d'exposition. Ainsi Richard Peduzzi réalise la scénographie de l'exposition Seicento, pour laquelle une galerie d'un palais italien avait été reproduite au Grand Palais. C'est une recette que l'on poursuit, voire Trésor du Titanic en 2013 à la Villette. On fait appel à un grand scénographe, on met le public dans l'obscurité avec des éclairages mystérieux, cela comporte souvent de belles réussites, comme l'exposition Great Black Music à la Cité de la Musique en 2014 conçue par Mondomi. Une autre exposition mérite d'être notée, car on voit comment la scénographie transfigure les œuvres. Il s'agit de Auguste au Grand Palais, faite par Véronique Dollfuss. Les œuvres viennent pour beaucoup du Louvre, mais leur installation les fait voir autrement. Mais cela est parfois discutable. Au Louvre-Lens, la Galerie du Temps présente des œuvres magnifiques, mais elles perdent un peu leur caractère exceptionnel dans une proximité gênante les unes avec les autres. A-t-on besoin d'une scénographie aussi présente ? On peut penser à l'exposition pour enfants sur l'Algérie, où Catherine Hubert du Musée d'art moderne de la ville de Paris avait reconstitué des ruelles de la ville d'Alger. Sur le plan de la sécurité, on ne sait pas comment ils avaient fait. C'était très amusant. Ces grandes expositions suscitent des travaux de recherche. Les premiers sont initiés par Christian Carrier, qui venait de Peuple et Culture. Il a organisé un colloque sur le média exposition à Lyon et à Paris, en 1982. C'est là que se rencontrent les chercheurs qui vont créer les lieux de recherche et de formation en muséologie. Jean Davalon et Anna Gottesdiener. Nathalie Heinisch y participait car elle avait fait une étude sur l'exposition du Centre Pompidou-Vienne, Naissance d'un siècle. La scénographie prend de l'importance. Jusqu'aux années 80, malgré quelques exceptions, il n'y avait pas de scénographe. Les conservateurs mettaient leurs expos sur des socles et derrière des vitrines. Progressivement, des formations se mettent en place et la médiation hésite à prendre en charge cette dimension de la diffusion culturelle. La médiation telle qu'elle s'institue laisse alors de côté la scénographie. Cette mise à l'écart reflète la division du travail dans les institutions culturelles. À la Cité des Sciences, il y avait un département qui s'occupait des expositions. Et au ministère de la Culture, il y avait un département qui s'occupait de la scénographie et de l'architecture. Donc les médiateurs arrivent toujours ensuite, une fois que l'exposition a été conçue, voire réalisée. Cet après-coup est un problème majeur pour les professionnels de la médiation. Beaucoup d'efforts ont été dépensés pour faire comprendre aux différents acteurs des expositions, et en particulier aux conservateurs des musées, qu'il était important d'introduire les médiateurs le plus tôt possible, en amont. C'est pour cela que nous avons tellement travaillé sur l'évaluation préalable. Plus encore, alors que les expositions temporaires faisaient initialement partie du travail vers les publics, elles ont été récupérées au profit des conservateurs, parfois transformées en commissaires d'exposition. La médiation devenait ainsi le catalogue accompagnant l'exposition. Il est certain que le catalogue constitue l'un des outils de base de la médiation, mais cela ne suffit pas du tout. Et l'on comprend qu'un autre courant de la médiation est préféré conserver la scénographie dans son champ de compétences. Il y a là tout un champ à travailler, qui n'a pas encore été assez exploré. Il faudrait en faire l'histoire et travailler à partir d'enquêtes. Certains scénographes ont une merveilleuse compétence de médiation. Il est particulièrement intéressant de réfléchir sur la mise en exposition d'événements traumatisants, ou au moins douloureux. On peut ainsi penser au travail de la scénographie de façon très ajustée à ce que signifie le fait de montrer. Ainsi en est-il de la monstration des archives de guerre ou du projet pour Ground Zero, pour les tours de Manhattan aux USA. Adeline Rispal, scénographe qui avait concouru pour l'obtention du chantier, est venue parler de son projet. La question se posait de la nature de ces archives particulières, dont des morceaux de structures mélangés avec des restes humains, des vidéos tournées par les gens pendant qu'ils tombaient. Adeline a fait un projet très respectueux.
Elle avait tout mis derrière des vitres dépolies pour éviter le voyeurisme. Le principe de sa proposition était de ne pas montrer les corps en train de tomber, car c'est plutôt dans l'absence que l'émotion et la mémoire se construisent, pas dans la présence immédiate. Ces mêmes questions se posent lorsqu'on examine le musée d'Hiroshima. Le musée a été créé très vite. Même chose pour le musée de S21 au Cambodge. Il y a peut-être des choses qu'il ne faut pas mettre en musée. Il y a chez nous Oradour-sur-Glane. On refait les ruines. On connaît bien le goût du morbide puisque les musées sur la torture sont parmi les musées les plus visités. En tout cas, cet élargissement du mémorable avec les monuments fait partie du champ de la médiation. Une question similaire se pose quant aux usines désaffectées. Tout doit-il faire partie du patrimoine ? Tout est-il exposable ? Ne sommes-nous pas dans un extrême de la société du spectacle, pour reprendre l'expression de Debord ? On a pu mettre en place des réserves visitables. Plus encore, une exposition du Musérat de Genève présentait les réserves. On doit aussi se poser la question de l'esthétisation des objets de la vie quotidienne, dès lors qu'on les met en exposition. N'est-ce pas ainsi qu'a opéré le musée du Quai Branly en transformant des objets du quotidien des peuples dits premiers en œuvres d'art ? Lors de l'exposition Nous avons mangé la forêt, sur Georges Condomina, il y avait un tout petit panier contenant des semences. Le scénographe avait choisi de l'isoler dans une vitrine très éclairée, ce qui permettait de voir tout de suite que c'était un objet très important. Cette mise en espace parlait toute seule. Nous avons beaucoup réfléchi sur ce problème. Car, au début des années 1980, les architectes étaient en crise. Le ministère de l'Équipement, dont dépendait alors la direction de l'architecture, a proposé à la Villette de mettre en place des stages de formation pour convertir les architectes en scénographes. Le métier de scénographe n'existait pas. Il a été fabriqué, à ce moment-là. Le musée en herbe a collaboré dès le début avec un décorateur de théâtre, Alain Batiffoulier, pour mettre en espace ses expositions. De la même façon, il y avait eu à Bordeaux, au moment de la création du CAPC, ce même passage grâce à Jean-Louis Froment. Froment a transformé l'entrepôt Lenné en lieu d'exposition pour l'art contemporain. Et Josy Froment avait fait dès 1975 un artbus qui faisait circuler des œuvres d'art contemporain. On trouve également dans les années 1970 ce même déplacement professionnel au musée des arts et traditions populaires. Pierre-Yves Cattel qui travaillait avec G.H. Rivière puis avec André Desvallées plaçait les objets, les suspendait avec des fils de nylon, les éclairait. Ces gens-là n'étaient pas du tout des scénographes. Aujourd'hui, il y a de vraies formations de scénographes dans les écoles d'art et d'architecture. Plus encore, dans les écoles d'art, il y a des cours de scénographie et des masters de scénographie. Par exemple à Metz. Il y en a aussi à l'école spéciale d'architecture. On observe actuellement une demande croissante, et on peut regretter que cela n'ait pas été encore mis en place à l'école du Louvre. La question des formations et de leur implantation disciplinaire. Tous ces métiers étaient à la convergence de différentes disciplines. Ce qui a aussi conduit à développer de nouveaux champs de recherche pluridisciplinaires. Ceux qui inventaient la médiation rencontraient alors des chercheurs en sociologie, en psychologie, en ethnologie. Dans les années 70, la psychologie expérimentale avait largement influencé les nouveaux dispositifs muséaux, sous l'influence des Américains du Nord. L'Exploratorium de San Francisco en a été pour une part issu. Il faut insister sur l'influence des mouvements pédagogiques et sur celle de cette nouvelle discipline qu'était la didactique. Les formateurs des cursus de médiation se sont inspirés de ces travaux pour la construction d'outils que l'on souhaitait mettre à la disposition des publics. Surtout du côté des enfants des plus jeunes. Du côté des scolaires, c'est évident. Mais la médiation a été aussi pensée grâce au développement de la formation des adultes et des travaux en formation informelle, avec ce qui était à l'époque le plus travaillé, par exemple avec le Centre de recherche en audiovisuel de l'École normale supérieure de Saint-Cloud, les formations aux médias et à l'audiovisuel avec Louis Porcher. Il faisait de la sémiologie. Il y avait les formations de cinéma. On trouve ainsi Geneviève Jacquinot et Daniel Peraya, qui s'occupaient de formation des adultes. Ils ont développé des outils audiovisuels,
et ont beaucoup écrit sur l'opposition entre médiation et médiatisation. Peraya était sémiologue et avait fait un livre sur la communication avec Jean-Pierre Meunier à Lausanne. Puis il est parti à Dakar pour mettre en place des outils d'apprentissage du français pour les gens qui faisaient de l'enseignement du français à l'étranger. Et quand il est revenu, il a été embauché à l'Université de Genève où il y avait André Giordan. Des recherches très importantes ont été réalisées en didactique des sciences et en muséologie des sciences. Bien sûr sous l'influence des nouveaux équipements comme la Cité des sciences, mais aussi pour rénover les vieux muséums. La didactique des sciences avait déjà une orientation vers la vulgarisation. On y trouvait Jean-Marc Lévy-Leblond, André Giordan, Pierre Clément, Bernard Mette, etc. Les formations ont commencé dans les sciences en grande part à cause de la Villette. Jean d'Avalon travaillait alors sur la sémiologie des images, ce qui l'a conduit à réfléchir sur l'exposition. Les enseignements de médiation s'inventent dans le monde universitaire. Aix-Marseille, grâce à Jean-Charles Bérardi, Paris 8 Saint-Denis, grâce à Denis Gage, ont été les premières. Et c'est là que nous nous sommes dit. Si on veut faire reconnaître ces métiers, il faut les doter non seulement de vraies connaissances et de vraies compétences, mais aussi de vrais cursus de recherche. C'est ainsi que la première formation à la recherche en muséologie a été créée par Jean d'Avalon et par Anna Gottesdiener à Saint-Étienne, puis à Lyon. Il faut insister sur le fait que dans les premières années de la médiation, il y a l'idée du décloisonnement des disciplines. En témoigne cette extraordinaire exposition L'âme au corps, en 1993, de Jean-Pierre Changeux et de Jean Clair. Mais auparavant, le musée en herbe avait toujours réalisé des expositions pluridisciplinaires. Les immatériaux l'avaient fait en 1985 et avant encore le musée des arts décoratifs avec les machines célibataires de H. Siman, en 1976. Ce sont ces expositions d'idées que Jacques Hénard avait présentées à Neuchâtel à partir de 1980. C'est ce que font encore souvent les Canadiens, telle Nathalie Bondil au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Le rôle de formation continue. Il convient d'insister sur le rôle de l'idée de formation continue et d'éducation permanente. Les années 1970 à 80 voient émerger le concept de formation continue et d'éducation permanente, suite à la loi de 1971 sur ce sujet. La réflexion autour de l'éducation informelle posait que l'on savait des choses sans les avoir apprises de façon formelle. Le terme de compétence apparaît dans ce champ où l'on essaie de mettre des mots précis sur des choses qui n'étaient pas reconnues. On se rendait compte par exemple que les travailleurs des mines maîtrisaient des notions de mathématiques, en particulier de la trigonométrie appliquée. Il fallait identifier les connaissances et les compétences qu'ils avaient acquises de façon pragmatique. Cela est devenu aujourd'hui la reconnaissance des acquis de l'expérience. Il fallait aussi abandonner les formations suivies et aller vers une capitalisation des acquis, dont la validation se faisait au rythme des possibilités en temps de l'apprenant et restait acquise jusqu'à la reconnaissance finale. Les unités capitalisables, inventées alors, ont permis cela. C'est ce qu'avait fait Bertrand Schwartz dans les actions collectives de formation des mines de Lorraine avec le QCES de Nancy. On affirmait qu'on pouvait se former après 20 ans, tout au long de sa vie. Et ce fut une véritable révolution. Car les formés appartenaient à toutes les couches sociales. Jusque-là, il n'y avait que la promotion supérieure du travail où l'on considérait que les adultes aussi pouvaient apprendre. Mais péniblement car il fallait venir le soir, le samedi, le dimanche. Quand on a transformé la promotion sociale en formation continue, cela devenait un droit. On avait du temps pour se former sur son temps de travail. Et cela c'est 1971, pas les années 1980. Cela a été déclencheur. C'est vraiment cela qui nous a poussés à inventer la médiation culturelle. Ce qui montre bien que l'invention de la médiation était davantage du côté de l'éducation que du loisir, où elle s'est à notre avis largement déplacée. Les lieux culturels ont été pour nous des lieux où il pouvait y avoir de la formation. La création des formations professionnelles. Le premier DREA de muséologie a été créé à Saint-Étienne. Il s'est ensuite appelé muséologie et médiation culturelle. Ils sont devenus des masters, médiation de la culture et des patrimoines à Avignon par exemple. Ailleurs cela s'appelle muséographie ou expographie.
Ces formations ont vu le jour soit dans les départements de communication, soit dans les départements artistiques. À l'École du Louvre, cela s'appelle muséologie et se décline en 5 parcours. Recherche en histoire de l'art, recherche en muséologie, marché de l'art, métier du patrimoine, régie et documentation, et médiation. La question de la documentation n'y a pas été rattachée immédiatement à la médiation, et elle l'est de plus en plus. Car elle est importante pour la médiation des œuvres. Par exemple, les dossiers d'œuvres sont utiles pour la diffusion auprès du public. Et puis la diffusion de certaines informations pose de vrais problèmes éthiques et techniques. Il fallait donc réfléchir tant sur le contenu que sur le support. Il est vrai que la plupart du temps les formations à la médiation ne travaillent pas sur les contenus des savoirs à transmettre, mais plutôt sur les aspects relationnels, sociologiques, épistémologiques, techniques, etc. C'est pourquoi il y a, à l'École du Louvre, des étudiants qui se mettent à faire de la médiation scientifique et qui arrivent en Master 1 avec une formation scientifique ou commerciale. Il est vrai que ce sont souvent des étudiants qui ont fait de l'histoire de l'art par ailleurs. Et ceux-là sont excellents, car ils ont une vue synthétique des choses. Mais le plus efficace, c'est d'avoir des étudiants de différentes origines. Lors de l'exposition sur le serpent, il y avait des étudiants de l'École normale supérieure, des architectes et des élèves de l'École du Louvre. Les élèves de l'INS se sont lancés dans des réflexions et des textes littéraires et philosophiques. Ceux du Louvre se sont focalisés immédiatement sur les collections, c'est-à-dire qu'ils se sont plongés dans les inventaires du musée du Quai Branly et du musée des Confluences, et les élèves architectes ont tout de suite vu les choses dans l'espace. Cela est apparu extrêmement rassurant. Pour la médiation, nous les avons tous poussés à se mettre à la place du public, et cela était très difficile pour les INS, un peu plus facile pour les élèves de l'École du Louvre et très facile pour les architectes. Les premières formations qui ont été faites étaient de haut niveau et avaient une longue durée. C'était d'abord des maîtrises de sciences et techniques avec double cursus, à la fois sur des contenus et sur les formes et techniques de la médiation. Les seules formations qui existaient étaient l'année de muséologie qui était plutôt une prolongation de l'histoire de l'art, ou des formations de vulgarisation en sciences, avec Denise Devez-Berthet à l'université de Jussieu, et ce que Olivier Lavergnat de la Cité des Sciences de la Villette avait mis en place à Tours avec Jean Lagoutte. Il n'y avait alors guère de formation à la communication. L'INGEP réalisait des formations pour les animateurs socioculturels, dans le cadre de l'éducation populaire. Le ministère de la Culture avait suscité des formations associatives grâce à l'ATAC, qui est ensuite devenue l'ANFIAC, et qui formait les cadres de l'action culturelle. Michel Simoneau en avait été l'un des créateurs et Christian Carrier avait créé Expomédia avec l'appui de l'association Peuple et Culture, c'est-à-dire l'éducation populaire. C'est là que travaillaient Isabelle Lévy et Dominique Paigny, qui avaient créé PEC Formation. Mais la médiation, comme la muséologie, n'est pas une discipline, et cela pose problème à l'université. Nous avons dû batailler pour créer la formation à la culture et au patrimoine, et il a fallu de nombreuses années pour la faire admettre. Et maintenant ils viennent de l'enlever, puisqu'il faut revenir à des masters qui affichent une discipline. La médiation avait une logique métier, liée à l'emploi. C'est pour cela que nous avions démarré à la direction des musées de France, comme au musée en herbe, comme à l'ANFIAC, avec des stages de formation continue et un séminaire au Collège international de philosophie. Avec Evelyne Lehalle, qui avait travaillé au musée d'Orsay, Jean-Charles Bérardi, Denis Gage, Anna Gottesdiener, Jean-Louis Deshottes, nous avons progressivement bâti les contenus de ce que devait être une formation à la médiation. Cela s'est construit complètement empiriquement avec les professionnels. La situation aujourd'hui. Aujourd'hui, il reste un fond de volonté de démocratisation de la culture qui est affiché et pensé non plus politiquement mais économiquement. Car sont arrivés le marketing, le tourisme, cela a été important, il ne faut pas le nier. Mais l'esprit initial de ce que nous avions appelé la médiation a été oublié. Il en reste des échos dans les formations qui concernent les handicapés et le champ social où là tout de même il y a encore de l'imagination et un effort d'ouverture. Par contre, concernant les médiations vers les familles, se justifie davantage d'un point de vue économique.
Ou plutôt il y a une sorte de clivage entre la hiérarchie qui affiche la médiation comme affichage de démocratisation, mais pense marketing, et les acteurs de terrain et leurs associations qui continuent d'y voir un investissement pour l'avenir et donc un aspect éducatif. Est-ce que c'est pour autant un militantisme politique ? Sans doute une tendance plus sociale, voire morale. Mais on ne peut pas dire que ce soit une dérive au sens péjoratif du terme. On peut toutefois craindre que rabattre la médiation d'un côté sur l'économie et le marketing, et de l'autre sur la communication et enfin sur une espèce de bien-pensance moralisatrice, soit une dérive par rapport à nous qui nous pensions que mettre la culture à la disposition de tout le monde contribuait à faire évoluer la société. Même si c'est à une échelle totalement différente. Car aujourd'hui nous vivons ces changements à une échelle mondiale, ce qui n'était pas le cas. On peut y voir l'influence des Américains du Nord qui avaient travaillé la médiation, parce qu'ils avaient moins de collections, pour compenser le manque de collections. Ne fait-on pas de la communication, parce qu'on n'a pas grand-chose à présenter ? On ne peut pas dire cela, car aux États-Unis il y avait des collections extraordinaires. Il faut donc y voir plutôt une tradition de mise à disposition des œuvres et des savoirs auprès de ce qu'ils appelaient déjà des clientèles, et qui sont ce que nous appelons nous les publics. Les Nord-Américains parlaient aussi de visiteurs. Une revue très importante, ILVS, animée par Chan Scraven, présentait des études sur les visiteurs. Et nous avons copié sur eux quand nous avons créé Public et Musée. Peut-être faut-il moins dissocier ce qui relève du loisir et ce qui relève de l'éducation. Il s'agit bien de loisirs éducatifs. Les familles sont contentes de ne pas aller seulement à Disney World. Quand les parents emmènent les enfants au musée ou au théâtre, ils ont l'impression de faire une bonne action. Même si ce n'est pas la même chose que d'avoir envie de se former, ils ont envie de former leurs enfants. Toutes les enquêtes, en particulier sur le public familial, montrent qu'ils emmènent leurs enfants pour qu'ils aient les outils pour grimper un échelon social, surtout bien sûr chez les familles défavorisées. Nous pouvons nous interroger sur l'objectif. Dire « Il faut que mon enfant ait le capital culturel qui lui permettra de réussir dans la société telle qu'elle est » n'a rien à voir avec dire « Il faut connaître pour transformer la société ». C'est une démarche individuelle, pas une démarche collective. Cela se joue en termes individuels, au niveau du noyau familial restreint, pas du tout en termes de société, de groupe social. Peut-être est-ce aussi parce qu'on est submergé par l'ensemble de la mondialisation, et que chacun se construit un petit cocon. C'est en tout cas ce qui fait que la médiation, même si elle revendique toujours l'idéal de la démocratisation, en fait n'est plus du tout dans cette logique. Elle en reste à des techniques, et n'est plus une utopie. Il n'empêche que la médiation est quelque chose d'utile, et que ça marche. Ce qui est nouveau c'est que cette médiation, les peuples de différentes cultures s'en sont emparés. Et voilà un aspect politique qui est resté. Ils revendiquent cela pour justifier leur identité, pour réclamer leurs droits, etc. C'est important. Il ne faudrait pas croire que la médiation soit aujourd'hui réservée au public handicapé, aux exclus, etc. C'est un risque comme on peut le voir avec le Québec, où l'Association des médiateurs travaille sur la faculté du travail social. C'est le cas restreint aux vrais malades. Même si l'on sait que ce qui vaut pour les handicapés vaut pour tout le monde, qu'il y a un continuum entre malades et bien portants. Tous les étudiants qui sont accrochés s'intéressent aux handicapés, au champ social, au public éloigné, c'est quelque chose qui les branche. Ils parlent des voisins de banlieue, mais ce n'est pas sur un plan politique, c'est vraiment sur un plan social. Ce n'est pas pour cela qu'ils vont refaire le monde. Ils ont l'impression que leur petite action va améliorer un petit peu certaines choses à un certain niveau. C'est déjà mieux que rien. La dimension de changement de la société a complètement disparu. Et pour le coup, ils sont beaucoup plus sur le partage. Le musée, j'aime ça, pourquoi pas eux ? Je voudrais communiquer mon enthousiasme. Il semble donc que l'aspect politique de la médiation ne soit plus présent dans les pays développés, mais dans les communautés minoritaires des pays pas ou mal reconnus. On voit bien cela au musée du Quai Branly. Il y a une évolution extrêmement nette. En 2006, c'était un musée de collectionneurs et on s'intéressait peu à la vie des peuples d'où venaient les œuvres. Et maintenant les expositions sont confiées aux peuples eux-mêmes. Par exemple l'exposition Maori,
a été faite par des représentants des Maoris. L'exposition kanak a été réalisée à deux voies, la voie kanak et la voie occidentale. Le résultat était extrêmement intéressant et très nouveau. Même si ce double circuit demandait un peu d'attention. Il faudrait regarder de près les entrées, pour savoir si ce type d'exposition accroche et jusqu'à quel point le public d'ici. L'important est qu'on les entende, qu'on comprenne leur culture et leur combat. Car tout cela avait démarré avec l'affaire des têtes maoris. C'était une façon de négocier, d'apaiser les relations. Le côté politique de la médiation n'a pas disparu. Il est repris par d'autres. Regardons Abu Dhabi. Pourquoi font-ils tous ces musées ? Ils ont dans l'idée que quand ils n'auront plus de pétrole, ils auront la culture. C'est intéressant et original. Il se constitue un fonds. Nous ne sommes pas du tout dans cette logique-là. Même si on peut imaginer que le Louvre-Lens, Pompidou-Metz sont dans cette logique, n'est-ce pas plutôt l'inverse ? Une autre évolution est à noter concernant la fonction même du musée dans les pays en voie de développement. Les musées deviennent des objets en eux-mêmes. Tel le centre culturel Jean-Marie Djibaou en Nouvelle-Calédonie, qui construit en 1996, est tout sauf un musée et n'a pas de bonne salle d'exposition. Mais c'est un monument magnifique. Il y a eu une vraie étude ethnographique faite avec les Kanaks, mais ce n'est pas un bâtiment conçu pour mettre des collections, même s'il y a de belles collections d'art contemporain océanien. On trouve des musées qui ne sont plus que gestes architectural, ou qui ont une fonction plus complexe que la seule exposition. Surtout dans les pays non occidentaux. Car dans ces pays les musées ne sont pas des musées de collection mais sont essentiellement des lieux de formation, ont des salles de réunion, accueillent des associations. Tel le récent musée d'art de Rio, le MAR. Ils n'ont pas d'argent pour acheter des œuvres, et ont fait appel à des donateurs. En Afrique, ce qui est apprécié, c'est le musée Forum qui fait des expositions. Un autre changement encore, la segmentation des publics vient du marketing. Mais c'est aussi un souci de bien faire. Au Louvre, il y a un poste de médiateur pour les prisons et l'hôpital. Cette année, ils ont fait une exposition dans une prison, exposition pour laquelle les détenus ont choisi les œuvres en venant au Louvre 2 fois. Et ils ont exposé les reproductions des œuvres et les commentaires qu'ils en avaient faits. Les cours de médiation consistent malheureusement trop souvent à faire rédiger des textes pour faire des cartels, des fiches de salle, etc. L'importance d'avoir un regard historique. Comme nous l'avons dit, il y avait déjà tout un travail de présentation qui était censé faire découvrir les œuvres. Les Studiolo, les Period Rooms, le Brooklyn Children's Museum, c'est quand même 1890. Palais de la Découverte, grande institution du Front populaire. Il y avait déjà cette idée de donner aux ouvriers, à ceux qui ne passaient pas par les universités ou les écoles, non seulement un conservatoire de métiers et d'outils, de machines, mais aussi un musée. Donc dès la Révolution, le musée a bien une fonction éducative. Colbert avait chargé le responsable des collections royales d'en faire une visite commentée régulièrement. Même chose pour les expositions universelles. Il y avait un côté politique très net, l'idée d'apporter la culture à tous. Donc cette idée de la médiation ne date pas d'hier. Simplement cela s'est formalisé et distingué d'autres disciplines. C'est peut-être l'une des raisons qui font que la médiation a du mal à se trouver, à se donner une définition. Les usages du numérique. Il est intéressant de voir que s'ajoutent maintenant des dispositifs fondés sur les technologies de l'information et de la communication. Au Louvre, ils sont bien cachés, et personne ou presque ne va les regarder. Dans les musées d'art, c'est pour l'instant très peu existant. Mais cela existe davantage dans les musées techniques et scientifiques, dans les musées d'histoire. Et ce sont les plus nombreux. Au musée des arts et métiers, les petits audiovisuels qu'avait fait Dominique Nagel pour montrer en marche les machines qui, dans les vitrines, ne marchent pas préfiguraient de tels usages. Si les dispositifs servent à raconter l'histoire des collections, cela n'intéresse pas le grand public. C'est comme au pavillon des sessions, les fiches de salle. Ce qui se développe passe par l'usage des réseaux sociaux. Le numérique prend de plus en plus de place, voire toute la place. Tel l'historial Charles de Gaulle aux Invalides. C'est assez fascinant car il n'y a pas un objet. Uniquement des photos, des vidéos, des jeux interactifs numériques.
L'exposition démarre dans un auditorium avec des écrans tout à la gloire de Gaulle, pendant 20 minutes. Cela est caractéristique de l'exposition spectacle. Mais il est illusoire de croire que la médiation va passer par le numérique. Dès le projet de la Villette, l'idée avait germé que l'on pouvait se passer des humains, ce qui aurait permis de ne pas recruter de personnel et donc aurait été apparemment moins cher. Les multiples expériences et études faites montrent que tout le monde demande de la médiation humaine. Car le numérique fonctionne quand il y a de la médiation. Une étude au Louvre sur les nouveaux dispositifs numériques le montre. Ce qui est extraordinaire, c'est la diversité, l'ancienneté, la pérennité, la nécessité de la médiation, et l'envie des jeunes, des étudiants. Ce qu'ils recherchent en ce moment, c'est la médiation de l'art contemporain. Comme si pour mieux le comprendre, ils avaient besoin d'en faire la médiation. N'est-ce pas en fin de compte ce qui motive les acteurs de ces activités de médiation ? Faire pour les autres ce que l'on fait pour soi ? Faire avec les autres ce que l'on n'ose pas faire seul ? Tel élève avait l'idée de développer un quartier. Il a réalisé un parcours de médiation. On pourrait faire des expositions tournantes. Rédiger des cartels moins obscurs et succincts. Donner des plans mieux faits. Créer pour les portables des applications précisant où l'on est et où l'on peut aller. Laisser l'accès de tous les musées gratuitement. Se perdre si l'on a envie. Accepter de ne rien comprendre. L'enjeu culturel et social des musées, expériences passées et questions actuelles. Catherine Ballet. Dans les dernières décennies du XXe siècle, les musées ont fait l'objet d'un investissement individuel, institutionnel et collectif sans précédent dans les pays occidentaux. Investissement qui, en ce début du XXIe siècle, semble s'étendre à d'autres régions du globe. L'allocation d'importantes ressources conduit à s'interroger sur l'enjeu culturel et social des musées dans le monde contemporain. Pour mieux appréhender un tel enjeu, il est nécessaire de replacer le musée dans une histoire longue, de caractériser sa transformation récente et de préciser les questions que cette transformation soulève actuellement. Une tradition patrimoniale. Pendant longtemps, une représentation désincarnée du musée a mis en avant son patrimoine, œuvres, objets et bâtiments. Plus récemment, l'histoire culturelle situe les collections et les musées dans leur contexte social. Ainsi, pour Dominique Poulot, la création des musées est liée à l'évolution artistique, intellectuelle et scientifique de l'Occident, Poulot 2006. Le prestige inhérent à la possession de trésors est à l'origine de nombreuses collections. Babelon 1994. Le Grand Atelier. Chemin de l'art en Europe du 5e au XVIIIe siècle, publié sous la direction de Roland Recht, rend compte des multiples échanges au sein des réseaux artistiques en Europe, Recht 2007. Christophe Paumian souligne que la culture de la curiosité se partage entre collectionneurs et amateurs, Paumian 1987. En 1983, un colloque organisé par Oliver Impey et Arthur MacGregor à l'Ashmolean Museum d'Oxford rappelle que les cabinets de curiosité, et progressivement, les collections plus systématiques, correspondent aux intérêts et aux pratiques scientifiques des milieux savants en Europe, Impey et MacGregor, 1985. Les collections d'art et de sciences ont également une finalité académique. À Paris, le Jardin des Plantes et son cabinet des drogues, le Muséum d'histoire naturelle à partir de 1793, remplit 3 objectifs: recherche, collection et éducation, Van Prae, 1991. Au-delà des initiés ou des pairs, l'idée de l'accès public des collections royales, princières ou ecclésiastiques se répand dans les pays européens, Cher, 1993. Dans Patrimoine, Nation, Musée, Dominique Poulot dresse un tableau du contexte politique qui fait de la France révolutionnaire le berceau du musée moderne, emblématique de la nation, Poulot, 1997. Au cours du XIXe siècle, différents types de musées voient le jour. Edward P. Alexander s'attache à montrer le rôle des pionniers qui ont exploré les diverses voies dans lesquelles les musées ont évolué. À l'occasion de l'exposition La jeunesse des musées organisée au musée d'Orsay, Chantal Georgel réunit des spécialistes dont les contributions apportent un éclairage précieux sur la diversification muséale qui s'opère à la fin du XIXe siècle en France. Musées de ville, d'art et d'industrie, musées thématiques et locaux. En Grande-Bretagne, les grandes foires de Londres ont toujours eu un large public, Altic 1978. Dans cette tradition,
Les expositions universelles présentent les innovations de la civilisation industrielle à de nombreux visiteurs. Par ailleurs, en province, des entrepreneurs participent à la moralisation de leurs ouvriers par l'ouverture de musées. Paul DiMaggio analyse à Boston l'influence des musées d'art européens sur les industriels américains et leurs épouses, DiMaggio 1982. Au vu de ses travaux, il apparaît que les premiers musées sont les gardiens d'un patrimoine universel, national ou local. Leur vocation culturelle correspond à une sociabilité bourgeoise. Cette vocation culturelle est manifestement socialement limitée, mais elle est néanmoins établie. Au début du XXe siècle, les musées créés au siècle précédent ont perdu leur faste et leur public. En 1917, dans un article au titre suggestif « The Gloom of the Museum », John Cotton Dana s'élève contre l'atmosphère lugubre des musées en Amérique, situés loin du centre des villes et à l'écart des foules, Dana 2004. Dans l'entre-deux-guerres, l'affirmation de la mission pédagogique des musées américains donne lieu à des expériences novatrices, Conforti 2000. En Europe, projets et réformes restent souvent lettre morte en raison des conditions économiques et politiques de la période, Rivière, 1989. En 1923, dans un texte polémique, Le problème des musées, Paul Valéry juge sévèrement cette institution culturelle, Valéry 1923. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la dispersion des collections et la destruction des bâtiments aggravent encore la situation matérielle des établissements. Madeleine Reberiou constate : le XXe siècle n'a pas été favorable aux musées. Reberiou, 1991. Après la guerre, la remise en état des musées est une nécessité. Des professionnels militent en faveur de leur modernisation et redéfinition, comme en témoignent les écrits de Germain Bazin, 1967, Alma Wittlin, 1970 ou Kenneth Hudson, 1975. Cependant, les musées représentent l'archétype d'une institution rétrograde dans des pays qui se tournent résolument vers la modernité. En 1966, Pierre Bourdieu et Alain Darbel dénoncent leur conception élitiste. Cette stigmatisation trouve un large écho dans les milieux de la culture, Bourdieu et Darbel, 1966. Pour Francis Haskell, le discrédit dont les musées font l'objet s'inscrit dans une longue tradition critique, Haskell, 1983. Dans beaucoup de pays, mai 1968 peut être vu comme un point de rupture culturelle. Dans les musées, cette date coïncide à une crise majeure, O'Doherty, 1972. Un projet culturel. Paradoxalement, cette crise est l'indice d'un renouveau inattendu. Après un lent déclin, un double mouvement de contestation et de légitimation amorce un long processus de transformation et de développement. Dans ce processus, la place accordée au public est centrale. Au plan international, les différentes instances, UNESCO, Conseil de l'Europe, OCDE et Union européenne, portent une attention particulière à la culture. Au sein de l'ICOM, de nombreuses études, réunions et publications alimentent la réflexion sur le rôle social des musées. Au niveau des États, des politiques de la culture sont élaborées et le développement culturel est une priorité, Girard, 1972. Dans les années 1970, Kenneth Hudson écrit « La visite était un privilège, elle est maintenant un droit », Hudson, 1975. Les villes prennent peu à peu conscience de la ressource que représente le patrimoine dans le développement local. Avec le recul du financement public, les initiatives privées gagnent en importance. En France, la vocation culturelle du musée correspond à une politique de démocratisation culturelle. L'investissement public et privé a pour effet une extension considérable du secteur muséal. 80% des musées sont créés depuis la guerre aux Pays-Bas, 58% de 1960 à 2000 en Grande-Bretagne, 82% depuis les années 1950 en Allemagne et 78% des années 1950 aux années 1990 aux États-Unis, Ballet, Poulot 2004. Au début du XXIe siècle, l'expansion semble atteindre une limite dans les pays occidentaux, mais le développement muséal se poursuit en Asie et au Moyen-Orient. À l'extension s'ajoute une grande diversification. En 1900, il y avait autant de musées d'art que d'autres types de musées aux Pays-Bas, Ganzeboom et Anstra, 1989. Un siècle plus tard, les musées d'art ne constituent plus que 11% des musées aux Pays-Bas,
11% en Allemagne et 14% aux États-Unis. Ballet et Poulot 2004. La diversité, une donnée incontournable du secteur muséal. Dans cette évolution d'ensemble, la décision de créer, rénover ou étendre un musée demeure éminemment discrétionnaire. Les projets résultent d'initiatives à la fois spécifiques et diversifiées. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.